Freddy Krueger, c'est une des figures les plus importantes et iconiques du cinéma d'horreur et des slashers de manière générale. Il a terrifié des générations entières de spectateurs, que ce soit avec ses 7 films principaux, sa série, son remake, son crossover avec Jason, sans parler de ses multiples apparitions dans les comics et les jeux vidéo. Et alors qu'apparemment de nouveaux projets seraient en préparation, je me suis dit qu'entre deux VHS, ce serait probablement une bonne idée de se refaire l'opus original. J'ai nommé A Nightmare on Elm Street partie 1 ou plutôt Les Griffes de la Nuit chez nous. Donc aujourd'hui on revient aux origines du mythe, là où tout a commencé. Notre histoire, elle commence bien évidemment avec cet homme, Wes Craven. En 72, il sort son premier long métrage intitulé La dernière maison sur la gauche, l'histoire de deux filles voulant simplement se procurer de la drogue mais qui finissent battues, vées et tuées par une bande de tarés. Bande qui finira par passer la nuit chez les parents d'une des deux victimes. Ultra violent, crade et réaliste, le film choque tout le monde et finira même par rejoindre la liste des vidéos Nesties, aux côtés d'autres que vous connaissez peut-être comme Cannibal Holocaust, Faces of Death, L'exceptionnelle possession ou encore L'enfer des zombies de Fulci, enfin bref, il y en a encore énormément. Mais Wes Craven, il va quand même connaître un petit buzz en 77 lorsqu'il va sortir La colline à des yeux. Puis il va enchaîner avec deux autres métrages qui eux par contre seront un peu mal accueillis. Je pense notamment à La ferme de la terreur en 1981 et La créature du marais en 1982. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Wes il chôme pas puisqu'il commence déjà à réfléchir à son prochain projet. Il se rappelle alors d'une série d'articles qu'il a lu à l'ancienne dans les années 70. Ça parlait d'un groupe de réfugiés qui avaient tellement été traumatisés par la guerre de leur pays qu'ils en ont arrêté de dormir, puisque certains mouraient apparemment dans leur sommeil à cause des cauchemars qu'ils faisaient. Du coup, notre réalisateur se dit qu'explorer le monde des rêves, ça pourrait potentiellement être une bonne idée pour son prochain film. Mais le truc, c'est que maintenant il a besoin d'un bon antagoniste et du coup il va encore fouiller dans ses souvenirs. Et plus précisément, d'un ou petit, il avait été terrifié par un vieil homme portant un chapeau et le fixant à travers sa fenêtre en pleine nuit. Et de fil en aiguille, il parvient finalement à créer son croque-mitaine qui s'appellera Freddy Krueger. Un homme à la peau cramée portant un chapeau, un pull rouge et vert et équipé d'une arme plutôt originale, un gant contenant d'énormes lames. Le problème, c'est que déjà à ce moment-là, des slashers, il y en avait eu énormément. Du coup, aucun studio n'est spécialement intéressé pour en produire un énième. Quoique, à l'exception d'un seul, peut-être Disney qui souhaiterait en faire un projet familial. Évidemment, quand tu dis ça au gars qui quelques années auparavant a réalisé genre ce film ou ce film, c'est tout naturel qu'il te réponde bah NDR non. Puis arriva dans l'histoire la New Line Cinema qui décida finalement de produire le métrage. Et justement, ce dernier, de quoi est-ce qu'il parle? Le film commence avec un cauchemar de Tina, une ado, tout ce qu'il y a de plus normal. Le truc, c'est qu'elle se fait attaquer par un homme ayant la peau complètement cramée, et qui bien sûr est équipé d'un mystérieux gantelet contenant des lames tranchantes. Heureusement, il arrive qu'à arracher un peu de ses vêtements avant qu'elle se réveille. Sauf que problème, son altercation dans le monde des rêves semble avoir eu des conséquences dans le monde réel. Ça va, Tina? C'était un cauchemar. Le lendemain matin, Tina part au lycée où on y découvre les personnages de notre histoire. A commencer par Rod, son mec dont vous avez peut-être vu l'acteur dans Predator 2, Candyman 3 ou Vampire in Brooklyn, et pourquoi ce mec me regarde comme ça. Il y a aussi Nancy, interprétée par Heather Langenkamp, qui pour le... Oh mon dieu. Nancy, elle sort avec Glenn et je vais pas vous faire l'affront de vous présenter l'acteur. En tout cas, toujours est-il que nos amis vont rapidement se rendre compte que la nuit dernière, ils ont rêvé de la même personne. Mais ça doit être une coïncidence, non? Ce que tu viens de dire à l'instant m'a fait me rappeler le cauchemar que j'ai eu cette nuit. Il y avait un mec avec un vieux pull vert et rouge. Et tu as vu ses ongles? Oui, il arrêtait pas de les faire crisser surtout. C'était carrément des lames de couteau qu'il avait au bout des doigts. Tout le monde commence à flipper et décide de dormir chez Tina, jusqu'à ce que cette dernière se mette à nouveau cauchemarder avant de s'envoler dans les airs sous les yeux de Rod et de mourir dans d'atroces souffrances. C'était horrible, il y en avait partout, abonnez-vous, ça a dû être horrible vraiment. C'était visiblement pas son jour et pas non plus celui de son mec qui est maintenant le principal suspect de l'histoire. Et accessoirement recherché par le père de Nancy qui est policier parce que le film est trop bien écrit, le monde est petit, oh là là, j'aime ce film. Et bien sûr, il va réussir à le choper. Pendant que notre nouvelle protagoniste, elle tente de tenir le coup en allant en cours. Elle va malheureusement s'endormir puis se faire attaquer par l'homme de tout à l'heure avant de parvenir à se réveiller en se brûlant. Nancy va ensuite partir au poste afin d'interroger Rod qui finira lui aussi par se faire tuer. Puis notre héroïne finira par être emmenée de force à l'hôpital où elle sera mise sous surveillance avant de s'endormir. Évidemment, elle est prise d'assaut par le tueur, mais cette fois c'est différent puisqu'elle parvient à ramener son chapeau dans le monde réel. À l'intérieur, il y a un nom, Fred Krueger. On découvre alors la vérité. Fred Krueger était un tueur d'enfants relâché à cause d'un vice de procédure. Ce qui a eu pour effet de faire totalement péter un câble aux parents qui ont décidé de le brûler vif. Si notre boogeyman s'en prend à Nancy et ses potes, c'est en fait parce qu'ils sont les enfants de ceux qui l'ont autrefois persécuté. Et on va pas le pleurer, ce salopard là, oh. Un peu plus tard dans la soirée, c'est au tour de Glenn de mal finir et tout ça dans une scène que je trouve juste beaucoup trop impressionnante. Nancy retourne alors une dernière fois dans le monde des rêves et réussit à ramener Freddy dans la réalité. Et elle réalise alors une chose, ce monstre se nourrit de la peur de ses victimes. Elle prend alors son courage à deux mains et lui tourne le dos faisant s'évaporer le tueur et gagnant par conséquent énormément d'aura. Tout est fini et on assiste à une dernière scène dans laquelle Nancy semble heureuse et part en voiture avec ses potes. Tout ça avant que Freddy tue sa mère devant ses yeux puisque le cauchemar n'est jamais vraiment terminé. Mon dieu, qu'est-ce que j'aime ce film. Et un des trucs que je trouve assez couillu avec, c'est la manière dont Wes Craven commence en nous présentant Tina comme le personnage principal. Déjà avec son cauchemar au début et ensuite en nous présentant ses potes, tout ça pour qu'elle se fasse abattre un peu plus tard. Et j'adore ce genre de choix. Ça montre que qui que tu sois, même le perso principal, ton tour peut arriver. Procédé que le réal va réutiliser plus tard avec Scream en nous présentant Drew Barrymore dans la scène d'intro avant de un peu plus tard passer à Neve Campbell. Avec le type qui a des lames de couteau à la place des doigts. Ouais, Freddy Krueger. Freddy, oui, c'est ça, j'ai bien aimé celui-là.
Tout comme le trope du copain assez envahissant qui passe par la fenêtre en essayant de vesquiller les parents. C'est d'ailleurs pas le seul parallèle qu'on peut faire entre les deux sagas, puisque par exemple les deux héroïnes ont un contact proche dans la police. Les héroïnes, je suis pas sûr que ça se dise, hein. Ça m'étonnerait. Enfin bon, jeu diverge, mais toujours est-il que Nancy se révélera finalement être notre final girl, et mon dieu, quel personnage. Bon, déjà, ce qui coule de source, c'est à quel point absolument personne ne la prend au sérieux. C'est la seule personne dans tout le film qui va comprendre qu'il y a définitivement un problème avec les cauchemars qu'elle fait. Et c'est la seule qui va tenter de mener sa petite enquête histoire de comprendre ce qu'il se passe vraiment. Son mec, lui, c'est limite s'il est pas en train de se foutre de sa gueule et que ce soit son père ou sa mère, personne ne va vraiment essayer de la comprendre. Tous ses potes sont en train de mourir un par un et le seul endroit où elle est censée pouvoir se reposer, celui qui en quelque sorte représente le plus son intimité, devient finalement le terrain de jeu de Freddy. À force de manquer de sommeil, elle finit bien sûr par être de plus en plus à bout et va même aller jusqu'à rentrer en conflit avec la daronne Prime. Ne jamais faire ça, vraiment, croyez-moi. La daronne qui lui cache la vérité à propos de l'homme qui la traque. Et même si le développement du personnage atteindra son apogée plus tard dans la saga en ayant une vraie conclusion, je trouve ça quand même intéressant de voir là où tout a commencé. Mais pour le coup, j'en parlerai plus en profondeur le jour où je ferai une vidéo sur Dream Warrior, c'est-à-dire pas tout de suite par pitié. Mais que serait une bonne final girl sans un bon boogeyman? Allô? Allô? Ton petit ami, c'est moi maintenant, Nancy. La toute première scène du film, c'est Freddy qui prépare son gant dans ce qui s'apparente à une chaufferie, ce qui n'est pas sans me rappeler le début du premier Terrifier, mais passons. Ensuite, on a comme j'ai dit la séquence où Tina se fait attaquer avant qu'on se rende compte qu'en fait, bah ça va, c'est juste un cauchemar. Et ça, c'est un des autres trucs que j'aime le plus dans ce métrage, c'est le rapport entre le rêve et la réalité. Genre quand tu te poses cette question-là, cette scène-là, à ce moment précis, est-ce que c'est réel ou pas? Ou encore ici, à partir de quel moment on bascule d'un monde à l'autre, du rêve au cauchemar? Nancy. Et l'exemple qui évidemment est le plus marquant, bah c'est littéralement la dernière scène du film. On se dit putain cool, ça finit sur un happy ending, il fait beau, tout le monde est content, rigole, il y a des gamines qui chantent des comptines qui font peur, tout est normal. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que non seulement c'est pas un happy ending, mais qu'en plus de ça, le mal lui est toujours présent. Et pire que ça, comme j'ai souligné tout à l'heure, Freddy ne se contente pas simplement de vous attaquer, il le fait dans l'endroit qui vous est le plus intime sur Terre, vos rêves. Tout le monde est obligé de rêver, c'est pas comme les autres tueurs où globalement tu peux facilement éviter la menace. Ne touche pas à ce cube, ne touche pas à ce livre, ne va pas en colonie de vacances, n'achète pas cette poupée à la tête vraiment bizarre. Bah non là c'est différent puisque dormir tu ne peux littéralement pas y échapper. D'ailleurs, honte à moi de pas l'avoir mentionné plus tôt, mais une des choses qui m'a fait vraiment tomber amoureux des Griffes de la Nuit, en plus du synthé et du sound design de manière générale, c'est les effets spéciaux. Tous les effets spéciaux de ce film transpirent la passion à plein nez. Que ce soit la mort spectaculaire de Gwen, Tina qui s'envole dans les airs ou la scène de la baignoire, oh là là, mais oh. C'est pour ce genre de détails que je préfère le téléfilm ça au remake ou que je préfère l'ancien Xenomorph au truc bizarre de Covenant là. Ça ou encore ça, c'est juste beaucoup trop fort. Franchement, je trouve ça juste dingue tout ce que les techniciens devaient faire à l'époque rien que pour une seule et unique scène. Pareil, mais tous ces efforts, on peut les retrouver dans le sadisme de Freddy. C'est très dur à dire. Hein. Il prend un malin plaisir à faire flipper ses victimes, comme on peut le voir au moment où il se coupe les doigts ou quand il allonge ses bras. Mais encore avec un de mes effets spéciaux préférés, tout cinéma confondu, je veux bien sûr parler du moment où il se laisse arracher le visage pour laisser apparaître cette gueule. Et je sais que je me répète, hein, mais c'est juste complètement dingue. Mais ce qui est bon à noter, c'est que même si Will prend du plaisir à déformer la réalité pour faire peur à ses victimes, il n'en reste pas moins sérieux. Bien loin du perso limite cartoonesque qu'on aura par la suite. Par exemple, dans cette scène-là. Allez, viens, Freddy, essaie de m'attraper. Connasse, ça va te couper en deux. Là, bah, il reste sérieux et se contente de l'insulter, alors que si ça avait été le Freddy du 5e ou 6e film, il aurait très certainement lâché une blague ou un truc marrant. Après, attention, ce caractère goofy du personnage qu'on aura par la suite, moi je l'aime bien. Il me fait pas mal marrer, hein. Je suis pas en train de le critiquer pour autant, j'ai juste que le ton il est différent. En tout cas, toujours est-il qu'à sa sortie, A Nightmare on Elm Street rapportera plus de 57 millions de dollars, c'est un énorme succès. Succès qui va changer le genre du slasher et même le cinéma d'horreur de manière générale. Ce qui évidemment poussera la New Line à lancer la production de multiples suites, mais ça, on en parlera une prochaine fois.